Le cancer colorectal est une forme de cancer qui prend naissance dans le côlon ou le rectum, deux parties du gros intestin. Il commence généralement par des polypes, des petites excroissances bénignes de la muqueuse intestinale, qui peuvent évoluer lentement vers une forme cancéreuse si elles ne sont pas détectées et retirées à temps. Ce type de cancer est particulièrement fréquent dans les pays occidentaux et touche majoritairement les personnes de plus de 50 ans, bien qu'il puisse également apparaître plus tôt, notamment chez les individus ayant une prédisposition génétique. Dans cette vidéo, nous allons donc voir quels sont les signes et symptômes qui peuvent révéler la présence de ce cancer colorectal, ainsi que les raisons pour lesquelles il apparaît, les moyens de le dépister et les moyens de le traiter. Mais avant ça, faisons un bref rappel anatomique. Le côlon est une partie du gros intestin située à la fin du système digestif. Son rôle principal est de récupérer l'eau contenue dans les déchets pour éviter que le corps ne se déshydrate. Le côlon mesure environ 1,50 m et forme une sorte de cadre autour de l'abdomen. Il commence sur le côté droit, remonte, traverse l'abdomen de droite à gauche, puis redescend sur le côté gauche jusqu'au rectum. Chaque portion a un nom, on parle du côlon ascendant, transverse, descendant et sigmoïde. Le rectum est la dernière partie, juste avant l'anus, là où les selles sont stockées avant d'être évacuées. Ce qui est intéressant, c'est que le côlon n'est pas qu'un simple tuyau. Il abrite aussi des milliards de bactéries, ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Ces bactéries aident à finir la digestion, produisent certaines vitamines et jouent même un rôle dans notre immunité et notre humeur. Quand tout va bien, on ne sent pas vraiment notre côlon, mais s'il y a des troubles, comme une inflammation, une infection ou encore la formation de polypes, cela peut entraîner des douleurs, des ballonnements ou des modifications du transit. Le côlon est donc un organe discret, mais fondamental pour notre santé globale. Mais bien que le côlon joue un rôle essentiel dans la digestion et le bon fonctionnement de l'organisme, certains signes et symptômes peuvent indiquer qu'il ne fonctionne plus normalement, notamment en cas de développement d'un cancer colorectal. Voyons donc ensemble quels sont ces signes. Le premier type de symptôme est la présence de sang dans les selles. En effet, c'est l'un des signes les plus fréquents du cancer colorectal, mais aussi l'un des plus trompeurs, car il peut passer inaperçu ou être attribué à autre chose. Parfois, le sang est visible à l'œil nu. On peut voir des traces rouges sur le papier toilette, dans l'eau des toilettes ou directement dans les selles. Mais souvent, il est microscopique, c'est-à-dire qu'il est présent en très petite quantité et invisible sans test spécialisé. C'est ce qu'on appelle du sang occulte. Ce saignement provient généralement de la muqueuse du côlon ou du rectum, là où la tumeur est en train de se développer. En grandissant, elle peut fragiliser les vaisseaux sanguins et provoquer des micro-hémorragies. Ces pertes de sang, bien qu'infimes, peuvent s'accumuler dans le temps et entraîner une anémie, ce qui explique la fatigue chronique que ressentent parfois les patients. Il est important de noter que du sang dans les selles ne signifie pas automatiquement qu'il s'agit d'un cancer. Cela peut aussi être causé par des hémorroïdes, des fissures anales ou des maladies inflammatoires de l'intestin. Mais si ce symptôme se répète, ou s'il est associé à d'autres signes comme des douleurs abdominales ou un changement de transit, il est essentiel de consulter un médecin. Un simple test de dépistage peut alors faire toute la différence. Le deuxième type de symptômes sont des troubles du transit intestinal. En effet, les troubles du transit sont un autre symptôme fréquent du cancer colorectal. Ils désignent tout changement inhabituel et persistant dans la manière dont les intestins fonctionnent. Cela peut se traduire par une constipation inhabituelle, une diarrhée prolongée ou une alternance entre les deux. Ce qui alerte, ce n'est pas seulement le fait d'avoir un épisode isolé, mais plutôt un changement durable par rapport au rythme habituel du transit. Par exemple, une personne qui a toujours eu un transit régulier peut soudainement constater qu'elle va à la selle moins souvent, ou au contraire qu'elle y va plusieurs fois par jour avec des selles molles ou liquides. Parfois, les selles peuvent aussi devenir plus étroites que d'habitude, ce qu'on appelle des selles en crayon, ce qui peut indiquer un rétrécissement du côlon dû à une tumeur. Il peut également y avoir une sensation de vidange incomplète, comme si l'intestin ne s'était pas totalement vidé, ce qui pousse certaines personnes à retourner aux toilettes plusieurs fois sans réelle nécessité. Ce type de gêne peut être lié à la présence d'une tumeur qui perturbe le passage normal des selles dans le côlon ou le rectum. Comme pour d'autres symptômes, ces troubles peuvent être causés par des choses bénignes, comme une alimentation inhabituelle ou un stress passager, mais s'ils persistent plusieurs jours ou semaines sans explication, ou s'ils s'accompagnent d'autres signes comme des douleurs ou du sang dans les selles, il est important d'en parler à un professionnel de santé. Le troisième type de symptôme est une fatigue inhabituelle. C'est un symptôme courant mais souvent peu spécifique du cancer colorectal. Elle peut passer inaperçue ou être attribuée à une vie stressante, au manque de sommeil ou à d'autres causes banales.
Pourtant, lorsqu'elle devient persistante, qu'elle ne s'améliore pas avec le repos et qu'elle s'accompagne d'un essoufflement rapide à l'effort ou d'un teint plus pâle que d'habitude, elle peut révéler quelque chose de plus profond, comme une anémie. L'anémie représente une baisse du taux d'hémoglobine dans le sang, souvent liée à une perte chronique de sang. Dans le cas du cancer colorectal, cela se produit généralement sans qu'on s'en rende compte. La tumeur, en se développant dans la paroi du côlon ou du rectum, peut provoquer de petits saignements continus, souvent invisibles dans les selles. Ces pertes régulières, même minimes, finissent par appauvrir le corps en fer, ce qui empêche la fabrication normale des globules rouges. Résultat, l'oxygène est moins bien transporté dans l'organisme et on se sent constamment épuisé. Cette forme de fatigue est différente de celle qu'on ressent après une mauvaise nuit. Elle est plus diffuse, plus profonde et peut s'accompagner de vertiges, de maux de tête ou d'une difficulté à se concentrer. Dans certains cas, c'est d'ailleurs cette anémie qui est découverte en premier lieu lors d'une prise de sang de routine, avant même que le cancer ne soit diagnostiqué. C'est pourquoi une fatigue qui dure, sans cause apparente, mérite toujours d'être prise au sérieux, surtout si elle s'associe à d'autres signes digestifs, même discrets. Le quatrième type de symptôme est une perte de poids involontaire. C'est un symptôme qui peut inquiéter, surtout lorsqu'elle se produit sans changement particulier dans l'alimentation ou l'activité physique. Dans le cadre du cancer colorectal, elle peut apparaître de façon progressive, souvent insidieuse, et être l'un des signes révélateurs d'une maladie sous-jacente. Cette perte de poids est généralement liée à plusieurs mécanismes. D'abord, la tumeur elle-même consomme de l'énergie. En se développant, elle utilise les ressources de l'organisme, un peu comme un voleur silencieux, ce qui peut entraîner une fonte musculaire et une diminution globale du poids. Ensuite, le corps, en présence d'un cancer, déclenche une réaction inflammatoire persistante. Cette inflammation perturbe le métabolisme normal, réduit l'appétit et peut altérer la manière dont les nutriments sont absorbés ou utilisés. Par ailleurs, si la tumeur provoque des troubles digestifs comme des douleurs, des nausées ou une modification du transit intestinal, cela peut entraîner une réduction des apports alimentaires. La personne mange moins, parfois sans même s'en rendre compte, simplement parce qu'elle a moins faim ou qu'elle digère moins bien. Ce qui caractérise cette perte de poids, c'est qu'elle est involontaire, souvent rapide, plusieurs kilos en quelques semaines ou quelques mois, et qu'elle survient en dehors de tout régime ou effort pour maigrir. Elle peut être accompagnée d'un état de faiblesse générale, d'une sensation de malaise ou d'un teint plus terne. Comme pour les autres symptômes, ce n'est pas un signe exclusif au cancer colorectal, mais lorsqu'elle est associée à d'autres manifestations comme la fatigue, des troubles du transit ou la présence de sang dans les selles, elle doit pousser à consulter rapidement. Le cinquième type de symptôme est une sensation de faux besoin. Aussi appelé ténesme rectal, c'est un symptôme qui peut apparaître en cas de cancer colorectal, en particulier lorsque la tumeur se situe dans le rectum ou dans la partie terminale du côlon. Il s'agit d'une impression persistante de devoir aller à la selle, même quand l'intestin est vide. Concrètement, la personne ressent comme une urgence d'aller aux toilettes, mais une fois sur place, soit elle n'évacue rien, soit seulement une très petite quantité de sel ou de gaz. Cette sensation peut revenir plusieurs fois par jour et devient vite inconfortable, voire anxiogène. Ce faux besoin est causé par la présence d'une masse ou d'une inflammation dans le rectum qui stimule les nerfs et donne au cerveau l'impression qu'il y a quelque chose à évacuer. Or, il ne s'agit pas d'un vrai contenu à éliminer, mais simplement d'une irradiation locale. La tumeur, en gênant le passage normal des selles, peut aussi provoquer cette impression de selle incomplète, comme si l'intestin ne s'était pas vidé entièrement. Ce symptôme est souvent négligé au début, car il peut ressembler à des troubles bénins comme ceux qu'on observe lors d'une infection intestinale, d'un stress important ou d'un syndrome de l'intestin irritable. Mais s'il persiste, s'intensifie ou s'associe à d'autres signes comme du sang dans les selles ou une modification du transit, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin. C'est un signe qui mérite toujours une attention particulière. Bien entendu, il est aussi important de préciser que le cancer colorectal peut tout à fait être asymptomatique, surtout dans ses premiers stades. C'est d'ailleurs ce qui le rend parfois difficile à détecter sans dépistage. Pendant longtemps, la tumeur peut se développer silencieusement, sans provoquer de douleur ni de signes visibles. C'est pourquoi les tests de dépistage sont si importants, même en l'absence de symptômes. Ils permettent de repérer des anomalies avant qu'elles ne deviennent graves ou perceptibles. Quels sont les facteurs de risque du cancer colorectal ? Les facteurs de risque du cancer colorectal sont nombreux et souvent liés à un mélange d'influences génétiques, de mode de vie et de conditions médicales préexistantes. Le premier facteur, et sans doute le plus important, est l'âge. La grande majorité des cas se déclarent après 50 ans, car c'est avec le temps que les cellules du côlon ont plus de chances d'accumuler des mutations. Mais ce n'est pas le seul élément à prendre en compte. Les antécédents familiaux jouent aussi un rôle important. En effet, avoir un parent proche comme un père, une mère, un frère ou une sœur
qui a eu un cancer colorectal augmente significativement le risque d'en développer un soi-même, surtout si ce cancer est survenu jeune. Certaines maladies héréditaires rares, comme la polypose adénomateuse familiale ou le syndrome de Lynch, exposent également un risque très élevé, parfois dès l'adolescence ou le début de l'âge adulte. Le mode de vie a aussi une influence majeure. Une alimentation riche en viande rouge ou transformée, pauvre en fibres, est associée à un risque accru. Le manque d'activité physique, le surpoids ou l'obésité, ainsi que la consommation excessive d'alcool et de tabac sont autant de facteurs qui augmentent la probabilité de développer un cancer du côlon ou du rectum. D'un point de vue médical, certaines pathologies chroniques peuvent aussi favoriser l'apparition de ce cancer. C'est le cas par exemple des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, qui fragilisent durablement la muqueuse intestinale. Enfin, avoir déjà eu des polypes adénomateux, même bénins, constitue aussi un facteur de risque, car certains d'entre eux peuvent évoluer vers un cancer s'ils ne sont pas retirés. Bien entendu, il est important de comprendre que ces facteurs n'entraînent pas automatiquement la maladie, mais qu'ils augmentent la probabilité qu'elle se développe. C'est pourquoi même en l'absence de symptômes, il est essentiel de participer au dépistage à partir de 50 ans, ou plutôt en cas de risque particulier. Quel est le diagnostic ? Le diagnostic du cancer colorectal repose sur plusieurs étapes qui permettent d'identifier la présence d'une tumeur, d'en préciser la nature et d'évaluer son étendue. Tout commence généralement par la présence de symptômes persistants ou par un test de dépistage positif, comme la recherche de sang occulte dans les selles. Ce test, proposé tous les 2 ans à partir de 50 ans dans de nombreux pays, peut révéler un saignement invisible à l'œil nu, souvent le premier signe d'un problème au niveau du côlon. Si ce test est positif, ou si des symptômes suspects sont présents, le médecin prescrit une coloscopie. C'est l'examen de référence. Elle consiste à introduire un tube souple muni d'une petite caméra dans le rectum pour explorer l'ensemble du côlon. Cet examen, généralement réalisé sous sédation légère ou anesthésie, permet de visualiser directement la paroi intestinale et de révéler d'éventuelles anomalies comme des polypes ou des masses suspectes. Si une lésion est détectée, des prélèvements sont effectués sur place pour être analysés au microscope. Ce sont ces biopsies qui permettent de confirmer s'il s'agit bien d'un cancer et si oui, de quel type. Une fois le diagnostic posé, d'autres examens sont réalisés pour évaluer l'extension de la maladie. Il peut s'agir d'un scanner thoraco-abdominopelvien qui permet de vérifier si la tumeur est localisée ou si elle s'est propagée à d'autres organes comme le foie ou les poumons. Parfois, une IRM ou une échographie peuvent aussi être utilisées, notamment pour mieux visualiser certaines zones comme le rectum. Le dosage de certains marqueurs sanguins comme le CEA, antigène carcino-embryonnaire, peut aussi être utile. Bien qu'il ne serve pas à poser le diagnostic à lui seul, il permet de suivre l'évolution de la maladie et la réponse au traitement. En clair, toutes ces étapes permettent de poser le diagnostic précis et de classer le cancer selon son stade, c'est-à-dire selon son degré d'avancement. Cette classification est essentielle pour choisir le traitement le plus adapté à chaque patient. Quels sont les traitements ? Le traitement du cancer colorectal dépend de plusieurs facteurs, notamment du stade auquel il est diagnostiqué, de sa localisation exacte dans le côlon ou le rectum, de l'état de santé général du patient et parfois même du type de cellules cancéreuses observées. Dans tous les cas, l'objectif est soit de guérir, soit de ralentir la progression de la maladie, tout en préservant au maximum la qualité de vie. Le traitement principal, lorsqu'il est possible, est la chirurgie. Elle consiste à retirer la partie du côlon ou du rectum où se trouve la tumeur, ainsi qu'une portion de tissu autour et les ganglions lymphatiques voisins, pour éviter que le cancer ne se propage. Ensuite, les 2 extrémités de l'intestin sont reconnectées. Dans certains cas, une poche temporaire peut être nécessaire pour permettre à l'intestin de cicatriser, mais elle n'est pas toujours permanente. Selon le stade du cancer, la chirurgie peut être suivie ou précédée d'une chimiothérapie. Elle utilise des médicaments qui circulent dans tout le corps pour détruire les cellules cancéreuses, y compris celles qui auraient pu s'échapper du côlon. Elle est surtout utilisée si le cancer est avancé ou s'il y a un risque de récidive. Dans certains cas, une radiothérapie peut aussi être utilisée, notamment pour les cancers du rectum. Elle consiste à envoyer des rayons ciblés sur la tumeur pour la réduire ou empêcher sa croissance. Parfois, les traitements ne visent pas à guérir mais à soulager les symptômes, en particulier si le cancer est trop avancé pour être enlevé. On parle alors de traitement palliatif. Dans ce cadre, l'objectif est d'améliorer le confort de vie, de contrôler la douleur ou de faciliter le fonctionnement du système digestif. Chaque plan de traitement est donc personnalisé. Il est discuté dans le cadre d'une réunion entre plusieurs médecins spécialistes. C'est ce qu'on appelle une réunion de concertation pluridisciplinaire. Le but étant d'offrir à chaque patient la meilleure stratégie possible en tenant compte de sa situation.
On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner s'il n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute et pour votre attention. Moi, je vous dis à très vite dans un prochain contenu. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.